J'ai le plaisir et l'honneur de présenter notre orateur Frédéric Brochard, à ma droite, que j'ai connu à l'Institut Jean Lamour au cours des dernières années. Frédéric Brochard est titulaire d'une thèse en physique des plasmas. Après un post-doctorat à l'Institut Max Planck pour la physique des plasmas à Greifswald en Allemagne, il devient chercheur au CNRS à l'Institut Jean Lamour. Superbe opportunité pour Nancy et la recherche scientifique internationale de ce grand laboratoire à la force de frappe mondiale dédié à la science des matériaux, leurs procédés et leur ingénierie, fondé et initialement dirigé par notre confrère Jean-Marie Dubois. Frédéric est habilité à diriger des recherches depuis 2018. Il est actuellement directeur de recherche, spécialiste en fusion nucléaire, coporteur du projet d'ENAMIS à l'Université de Lorraine depuis 2024. Il est à l'origine de 22 contrats de recherche depuis 2007, dont 5 projets européens, auteur de plus de 70 articles dans des revues scientifiques et 2 inventions déposées, cofondateur de la start-up Aprex Solutions. Frédéric va nous présenter les principaux enjeux actuels de la recherche en fusion nucléaire et la place de l'expérience spectre dans son approche expérimentale. À vous, Frédéric. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis très honoré d'être ici. Je vous remercie aussi pour l'invitation qui m'a été faite de venir présenter l'équipement de recherche sur lequel je travaille. Je n'ai pas de télécommande pour faire défiler les objectifs. Merci. Voilà, donc je vais vous présenter l'expérience spectre et puis pour ne pas partir sur un malentendu, je vais quand même commencer par vous expliquer que ça n'a aucun rapport avec James Bond, parce que c'est souvent la remarque que j'ai quand je parle de spectre. Il manque la musique. Pardon ? Il manque la musique. Ah oui, mais il n'y a pas de rapport, justement, il n'y a pas de rapport. Donc le cylindre du revolver, chez nous, c'est pas un cylindre de revolver, c'est un cylindre en inox dans lequel on va créer un plasma. Et spectre, c'est un acronyme qui explique qu'en fait, on va étudier des plasmas créés par des radiofréquences pour étudier de la turbulence, du chauffage, des choses comme ça. C'est un instrument qui est en rapport avec la recherche sur la fusion nucléaire. Donc, pour introduire un petit peu le contexte, parce que je me doute bien que tout le monde n'est pas spécialiste de la fusion nucléaire et des plasmas, j'ai prévu quelques petites diapositives. Donc déjà, je vais commencer par ce que c'est qu'un plasma. Donc, je ne parle pas de plasma sanguin, je parle de ce qu'on appelle le 4e état de la matière. Donc, quand vous prenez un solide et que vous lui apportez de l'énergie en chauffant, par exemple, il va devenir liquide. Si vous continuez, il va passer à l'état gazeux. Et si vous continuez, vous allez arracher les électrons qui sont autour des noyaux. Vous allez créer un gaz ionisé qui est ce qu'on appelle un plasma. Donc typiquement sur Terre, les plasmas, c'est ce que vous avez. Alors je sais pas, j'ai pas de pointeur par contre. Je sais pas de. Si. Ah pardon. Alors par contre, il faut que je me tourne pour avoir le micro. Donc typiquement sur Terre, les plasmas, vous les trouvez dans les aurores polaires. Vous les trouvez dans les arcs électriques, que ce soit ceux de la foudre ou dans le procédé de soudure à l'arc. Vous connaissez peut-être les boules à plasma, enfin les lampes à plasma, qui sont des objets décoratifs. Mais si on lève la tête plus haut, vers le ciel, on se rend compte que les plasmas, c'est plus de 99% de l'univers observable, puisque toutes les étoiles sont à l'état de plasma, les nébuleuses sont à l'état de plasma. Donc même si le plasma est rare sur Terre, il est prépondérant dans l'univers. Une des propriétés intéressantes du plasma, c'est que puisqu'il est constitué de charges électriques, on va pouvoir, il va être sensible au champ magnétique. C'est-à-dire que quand vous plongez des charges électriques dans un champ magnétique, ces charges vont être contraintes à suivre les lignes de champ magnétique. Donc c'est ce qu'on a sur la petite figure du haut. Au milieu, je vous présente une photographie d'une expérience qui n'est pas l'expérience Spectre, qui est une machine plus petite qu'on a au sein du laboratoire, qui s'appelle ALIN. ALIN, c'est un réacteur à plasma qui fait 1 mètre de long, 30 cm de diamètre. En rouge, vous avez des bobines de champ magnétique.
Et si on garde la vue à droite, qui est une vue zoomée de ce qui se passe au centre, on a ici une électrode. Quand on alimente cette électrode avec une décharge, avec une tension alternative, on va créer un claquage dans le gaz qui va produire un plasma, et ce plasma va pouvoir être confiné par le champ magnétique. Ce plasma, c'est ce que vous voyez, c'est le faisceau bleu sur cette image, qui, du fait du champ magnétique, va être confiné sur l'axe de la machine. Si on avait une configuration plus souple, par exemple les bobines, au lieu d'être alignées et d'être planes, vous les tordez, comme sur l'image en bas à gauche, et ben vous voyez que le plasma va suivre les lignes de champ magnétique. Voilà, donc on parle de confinement magnétique, et c'est une propriété qui est exploitée dans les réacteurs à fusion par confinement magnétique. Donc là, je donne un petit exemple, c'est une photographie qui est issue d'un dispositif de recherche qui est en Angleterre, qui est une sorte de particulière de tokamak qui s'appelle MAST. Et donc, ce que vous voyez là sur l'image, ce sont des filaments de plasma qui suivent les lignes de champ magnétique. Alors, je vous ai parlé de plasma, maintenant je vais parler d'un peu d'énergie nucléaire. Donc Gérard va vous parler de fission nucléaire, je vais vous parler de fusion. En une diapo, je vais vous expliquer la différence principale entre les deux. Donc, quand on parle d'énergie nucléaire, on parle de l'énergie qui est contenue dans le noyau des atomes. Les atomes, ces noyaux, ils sont stables pour la plupart parce que donc ils sont constitués de nucléons, et il y a une énergie de liaison entre ces nucléons. Si je représente l'énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de nucléons, j'obtiens cette courbe en cloche que je présente ici. Et donc, au sommet, vous avez les éléments qui ont l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée, qui vont être les éléments les plus stables sur le plan nucléaire. Donc, c'est le fer, le cobalt, ce sont ces noyaux-là. Si je me place à droite de la courbe, je vois que j'ai, par exemple, je prends l'uranium-235. L'uranium-235 a une énergie de liaison par nucléon qui est très élevée, mais qui est inférieure à celle du fer. Donc, en fait, si je me suis en mesure de casser mon noyau d'uranium, je vais me déplacer en élément plus petit, je vais me déplacer vers la gauche sur cette courbe, et je vais obtenir des noyaux qui seront plus stables sur le plan nucléaire. Ils auront une énergie de liaison par nucléon plus élevée. Donc quand je fais ça, je fais de la fission nucléaire. Donc une réaction emblématique, c'est la réaction de fission de l'uranium-235. Donc je la représente ici à droite. Sur un noyau d'uranium-235, vous envoyez un neutron. S'il a la bonne énergie, il va fracasser le noyau d'uranium, produire des noyaux plus petits et 3 neutrons. Si vous faites un bilan de masse de cette réaction, vous voyez qu'au cours de la réaction, vous avez perdu de la masse. C'est-à-dire que les produits de la réaction sont plus légers que votre combustible de départ. Et en vertu du principe d'équivalence masse-énergie, E égale mc carré, cette masse perdue, elle est convertie en énergie, et c'est ça l'énergie nucléaire. Là, c'est l'énergie nucléaire de fission. Si je reviens à cette courbe en cloche et que je me place à gauche, je vois que les éléments légers, l'uranium, l'hydrogène, et lithium, hélium, etc., ont une énergie de liaison par nucléon qui est relativement faible. Et donc, en partant du principe que je puisse fusionner ces noyaux légers, je vais me déplacer sur cette courbe vers la droite, et je vais produire des noyaux qui vont avoir une énergie de liaison par nucléon plus élevée, donc qui vont être plus stables. Si je fais ça, je fais de la fusion nucléaire. Donc je pars de noyaux légers. La réaction emblématique qui est recherchée, qui est étudiée sur Terre, c'est la réaction de fusion des isotopes de l'hydrogène. Donc c'est le tritium ici et le deutérium là. Si j'arrive à les fusionner, je vais produire un noyau d'hélium et un neutron. Et là encore, si je fais un bilan de masse, je me rends compte qu'au cours de la réaction, j'ai perdu de la masse, et cette masse est convertie en énergie en vertu de E égale mc carré. Un point d'attention, c'est que une différence importante entre la fission et la fusion, c'est que sur la fission ici, vous voyez que vous avez besoin d'un neutron pour amorcer la réaction, et la réaction va en produire 3, ce qui fait qu'à l'étape suivante, vous allez pouvoir faire 3 réactions de fission, etc. Donc c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne. Si on regarde la fusion va produire un neutron qui ne participe pas du tout à la réaction. En fait, en fusion, il n'y a pas de réaction en chaîne et il n'y a pas de risque d'emballement. Donc ça, c'est une différence importante. Alors, une autre différence importante, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà des centrales nucléaires à fission et on n'a pas encore à fusion, et je vais essayer d'expliquer pourquoi, parce que c'est compliqué. Déjà, la matière va pas fusionner spontanément. Les noyaux donc, constitués de nucléons, ils vont être chargés électriquement positivement, et donc 2 charges positives se repoussent. Vous connaissez ça, c'est la répulsion coulombienne. Et donc, ça va pas être facile déjà de les faire fusionner, ces noyaux. Pour les faire fusionner, je vais devoir vaincre la barrière de répulsion coulombienne à l'échelle des noyaux. Et donc, sur cette courbe à droite, j'ai représenté la section efficace de cette réaction, enfin de cette force de répulsion coulombienne.
J'ai également représenté les sections efficaces de réaction de fusion des deux réactions les plus étudiées, qui sont deutérium-tritium et deutérium-deutérium, en fonction de la température des particules. Et quand je regarde cette courbe, je vois que en fait, la répulsion coulombienne elle est toujours plus forte. La valeur de la section efficace par répulsion coulombienne est toujours plus forte que celle de mes réactions de fusion. Ce qui veut dire que pour réussir à produire des réactions de fusion, je vais devoir chauffer beaucoup. Et même là, en fait, il va falloir réussir à confiner mon combustible suffisamment longtemps pour que statistiquement, j'ai suffisamment de réactions qui se produisent pour pouvoir ensuite produire de l'énergie. Donc, une difficulté importante, c'est que déjà, il va falloir chauffer autour de 100 millions de degrés ou plus, puisque c'est à partir de ce moment-là que l'écart entre la section efficace de répulsion colombienne et la section efficace de réaction de fusion devient minimal. Alors, chauffer, ça veut dire que je vais devoir injecter beaucoup d'énergie, ça va avoir un coût énergétique, donc c'est déjà compliqué. Ensuite, comme dans tout système, je vais avoir des pertes. Alors, il va y avoir, donc, je vais injecter du chauffage dans mon plasma de fusion. Je vais avoir un plasma de fusion ici, je vais avoir des pertes qui vont être de deux natures. Il va y avoir des pertes liées à des phénomènes physiques, type radiatif, transport d'énergie, etc. Et puis, il va y avoir des pertes liées à la conversion de chaleur en électricité. Donc, pour améliorer mon bilan, il va falloir que je travaille sur un phénomène qui est lié à ce qu'on appelle le temps de confinement de l'énergie. Le temps de confinement de l'énergie, c'est le paramètre taux qui est ici. Pour l'expliquer simplement, le temps de confinement de l'énergie, c'est le ratio entre l'énergie contenue dans le plasma. Alors, ça s'affiche pas très bien, je suis désolé, il y a un petit problème de taille d'écran. Donc, c'est le ratio entre l'énergie contenue dans le plasma et la puissance de chauffage que j'injecte en continu pour faire ma réaction. Pour prendre une analogie simple, si vous êtes chez vous, vous voulez chauffer votre logement à une température convenable, vous avez un moyen de chauffage chez vous, et vous voulez pas avoir une facture d'énergie trop élevée, donc vous avez envie que votre énergie elle reste un certain temps dans votre domicile avant de partir vers l'extérieur. Donc pour faire ça, vous allez isoler votre logement. Nous en fusion, on va essayer de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire que la réaction de fusion tritium-deutérium, elle produit un hélium et un neutron. Le neutron, je vais pas agir beaucoup dessus puisqu'il va pas être sensible au champ magnétique. Typiquement, il va servir à récupérer de la chaleur pour l'électricité. Mais l'hélium, lui, il va être ionisé puisqu'il va être très chaud et donc en étant ionisé, il va être sensible au champ magnétique. Donc l'idée, ça va être de garder cet hélium un certain temps dans mon plasma de façon à ce qu'il puisse transmettre par collision son énergie au combustible. Et donc, pour faire ça, je vais devoir essayer d'allonger mon temps de confinement de l'énergie. Alors, c'est en partant de cette idée-là que Monsieur Lawson a dérivé un critère qui porte son nom, déjà dans les années 50. Ce critère explore le seuil de rentabilité d'une centrale à fusion. Ce critère définit une condition nécessaire à atteindre pour que la chaleur que je vais récupérer par mes actions de fusion compense les pertes dans mon dispositif. Donc pour ça, on va le mesurer grâce à un paramètre qu'on appelle Q, qui est ce qu'on appelle le facteur d'amplification. Donc quand ce facteur d'amplification vaut 1, voilà, ici, j'ai autant de chaleur générée par mes réactions de fusion que de chaleur injectée dans mon système. Donc ça, on appelle ça le break-even. Donc ça donne, pour le déterminer, il faut satisfaire à cette condition qu'on peut exprimer d'une façon beaucoup plus simple sous la forme d'un triple produit. C'est-à-dire qu'il va falloir que le triple produit de la densité de mon combustible par le temps de confinement de l'énergie, par l'énergie libérée par chaque réaction de fusion, excède une certaine valeur qui fonctionne de la température de mon combustible. Typiquement, c'est là qu'on va retrouver nos 100 millions de degrés. Il va falloir que ce triple produit soit supérieur à 100 millions de degrés. Pour y arriver, il y a eu deux approches historiques qui ont été développées. La première, j'en parlerai quasiment pas, puisque c'est pas celle qui me concerne. C'est ce qu'on appelle la fusion inertielle. Dans la fusion inertielle, on a un confinement de l'énergie qui va être très court, typiquement lors de la nanoseconde. Et pour compenser, on va travailler avec un combustible très dense. Donc, typiquement, on va prendre un combustible deutérium-tritium sous forme d'une capsule. On va comprimer avec des faisceaux laser. Voilà. La réaction va être très brève. Elle va libérer de l'énergie, mais voilà, pendant un temps très court.
Mais comme mon combustible va atteindre une densité critique extraordinaire, je vais satisfaire le critère de Lawson. La difficulté de la fusion inertielle, c'est de pouvoir répéter cette opération à une cadence qui permet la production d'énergie en continu, et on est aujourd'hui très loin. Donc moi, je vais vous parler plutôt de la fusion magnétique. Alors, il y a vraiment des problèmes d'affichage, je suis désolé. Là, dans la fusion magnétique, on travaille avec un combustible qui est peu dense, qui va être un plasma à une pression inférieure à la pression atmosphérique. Et je vais travailler sur le temps de confinement de l'énergie grâce à un champ magnétique. Je vais confiner mon plasma fortement avec un champ magnétique qui va avoir, pour plus d'efficacité, une forme toroïdale. Donc c'est pour ça que la plupart des machines ont ces formes-là. Donc les machines les plus performantes, ce sont les tokamaks ou les stellarator. Elles produisent un champ magnétique qui produit des lignes qui se rebouclent sur elles-mêmes dans la direction toroïdale. Et l'exemple problématique de ces machines-là, c'est le tokamak ITER, qui est le plus grand projet de recherche en fusion académique au monde, qui est en construction au sud de la France, à Cadarache, qui vise à atteindre un facteur d'amplification de 10. C'est-à-dire, en injectant 50 MW de chauffage, ITER doit produire 500 MW de puissance fusion. Et cela pendant plusieurs minutes. Le but de ITER, c'est de démontrer la faisabilité technologique, scientifique, économique de la fusion sur Terre. C'est un énorme projet qui coûte assez cher, forcément. Il y a beaucoup de technologies de rupture dans ce projet. C'est un projet très complexe qui réunit 35 pays et qui doit permettre donc d'atteindre ce fameux facteur Q égale 10 à partir de 2035. Alors, ITER est une machine très complexe, mais je peux vous en expliquer le fonctionnement de façon assez simple. L'anatomie d'un réacteur à fusion nucléaire à confinement magnétique, c'est d'abord des aimants, donc, que j'en présente ici en orange. À l'intérieur, je vais mettre mon plasma dans lequel auront lieu les réactions de fusion. Pour séparer ce plasma qui, au départ, je commence à faire le vide avant d'injecter mon combustible. Donc, j'ai besoin d'une enceinte à vide qui est délimitée par une première paroi, une paroi matérielle. À l'extérieur de cette première paroi matérielle, j'ai ce qu'on appelle une couverture tritigène qui a 3 fonctions. Cette couverture tritigène, elle doit d'abord arrêter le neutron. Le neutron de fusion, je vous rappelle, il a 14 mégaélectronvolts d'énergie, c'est considérable, il ne faut pas qu'il s'échappe de l'installation. Donc il va être freiné dans cette couverture tritigène grâce à des aimants. La deuxième fonction de la couverture tritigène, c'est de produire du tritium, parce que donc à côté du plomb, je vais mettre du lithium-6, et le lithium-6, quand il capture un neutron de fusion, il produit du tritium. Et le tritium, c'est un combustible qui est radioactif, avec une courte durée de vie, une demi-durée de vie de l'ordre de 11 ans. Il n'y en a pas sur Terre, de façon naturelle, il y en a très très peu. On en a 50 kilos en stock, qui sont issus de centrales à fission nucléaire. Et donc, si on veut pouvoir développer une filière fusion nucléaire avec du tritium, il faut qu'on puisse produire le tritium. Et donc, l'idée de la couverture tritigène, c'est de le produire sur place. Et la troisième fonction de la couverture tritigène, c'est d'extraire la chaleur. Donc, cette couverture, elle va chauffer. En capturant le neutron, elle va récupérer son énergie, elle va chauffer. On va pouvoir la mettre en contact d'un échangeur thermique. Cet échangeur thermique va pouvoir alimenter un circuit classique avec de l'eau sous pression, une turbine, un alternateur qui va produire l'électricité. Et une partie de l'électricité doit être injectée dans la machine pour permettre son fonctionnement. Donc c'est comme ça que ça doit fonctionner, un réacteur à fusion magnétique de façon schématisée. Alors il y a encore un certain nombre de défis pour y arriver. Je ne sais pas si je peux lancer la vidéo, parce que j'ai une vidéo sur cette... Normalement, oui. Oui, c'est lancé. Alors... donc là, sur la photographie à droite, vous avez une vidéo que j'ai tournée sur un tokamak, donc un dispositif de recherche en fusion qui se trouve à Prague. C'est le tokamak Compass. Et donc, ce que vous voyez, c'est l'intérieur du réacteur au cours d'une expérience. C'est une vidéo en caméra rapide. Donc là, vous voyez l'échelle de temps en haut. C'est la durée totale de la vidéo, c'est moins de 100 millisecondes, je crois. C'est 300 millisecondes, la durée typique d'une décharge sur cette machine. Et donc, je vais voir si je peux la remettre. Ouais, j'espère. Je sais pas où il faut que je pointe. Oui, voilà. Et donc, ce que vous voyez, c'est au début, on amorce un plasma, et puis après, il y a plein de choses qui volent dans la machine. En fait, ces choses qui volent, ce sont des éléments arrachés aux parois, ce sont des débris, des poussières, qui sont dus à un mauvais positionnement du plasma. La configuration magnétique n'est pas optimale, le plasma vient lécher les bords, donc il arrache des éléments de paroi, et ces éléments de paroi viennent contaminer le plasma, et à un moment, il y en a tellement, ça perturbe l'équilibre magnétique, ça perturbe le fonctionnement de la machine, et ça met un terme à la décharge.
Donc voilà, le pire accident qui existe dans un réacteur à fusion nucléaire, c'est une perte de confinement et un arrêt de la réaction. Alors là, c'est une petite machine, donc ça fait quelques dégâts matériels, mais très légers en fait. Après ça, vous faites une décharge, vous mettez de l'hélium, ça nettoie les parois et vous repartez comme si de rien n'était. Dans une machine plus grosse, avec plus de puissance contenue, ça peut être très embêtant parce que là, ça peut nécessiter des maintenances beaucoup plus longues. Mais c'est ça le pire accident, dans une centrale à fusion nucléaire. Les principaux défis, donc, c'est d'avoir des parois qui vont résister en continu, parce qu'on veut une centrale à fusion qui tourne en continu. Pour atteindre un fonctionnement en continu, il va falloir optimiser un certain nombre de paramètres, par exemple, avoir des parois qui ne produisent pas d'impuretés comme on a vu ici. Il faut réussir pour avoir une viabilité économique, il faut avoir un facteur d'amplification qui va être bien supérieur à 1. Idéalement, il faudrait avoir un facteur d'amplification infini, c'est-à-dire que vous pouvez couper le chauffage injecté et le plasma se chauffe tout seul avec l'hélium une fois que les réactions ont été amorcées. Bon, ça va être très très dur à atteindre, ça va être très long à atteindre, mais pour avoir une viabilité économique, disons que l'objectif c'est d'atteindre un facteur d'amplification d'au moins 30. 30 à 40, ça devient viable économiquement. Un autre aspect, alors qui est moins critique, mais qui pareil, pour améliorer l'efficacité de la réaction, il faut... Ici, je vous présente une vidéo qui a été faite dans mon équipe. C'est une vidéo qui présente une section droite d'un plasma de fusion. Donc, vous avez le plasma chaud de fusion au cœur et au bord, là, vous avez les parois. Et ce que vous voyez, là, ce sont des fluctuations de densité. Au cœur, vous imaginez que vous avez un plasma à 100 ou 150 degrés. Ici, vous avez une paroi matérielle qui ne doit pas dépasser 2000 degrés. Ça veut dire que sur cette distance-là, qui est typiquement de quelques dizaines de centimètres à quelques mètres, vous avez un gradient de température de 150 degrés, vous avez un gradient de pression, vous avez un gradient de champ magnétique, vous avez des gradients de champ électrique. Tout ça, ça va nourrir des instabilités qui produisent de la turbulence, et cette turbulence, elle va dégrader le confinement magnétique. Donc, il faut pouvoir la contrôler. Donc, ça, c'est un axe de recherche. Alors, dans cette simulation, on voit qu'à la fin, on obtient une sorte d'équilibre avec une contrarotation, c'est-à-dire que vous avez le plasma qui tourne dans un sens à l'extérieur et dans l'autre sens à l'intérieur. Ça, c'est un cas très favorable parce que ça crée ce qu'on appelle une barrière de transport. Ça permet d'isoler le plasma du cœur du plasma en contact avec la paroi. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut faire pour avoir un bon confinement. Je vais passer sur les autres parce que je prends trop de temps là. Je vais accélérer un petit peu. Je reviens quand même sur la problématique des matériaux qui est vraiment centrale. Aujourd'hui, c'est vraiment un point critique. Ici, j'ai représenté un plan de coupe du tokamak ITER. ITER est conçu de façon à ce que l'essentiel des flux de chaleur et de particules soit concentré sur une petite partie de la paroi qui est conçue spécialement pour encaisser des forts flux de chaleur. Typiquement, les flux de chaleur encaissés, c'est 10 MW par mètre carré. Pour vous donner un ordre de grandeur, 10 MW par mètre carré, c'est au moins le double de ce que rencontre un bouclier thermique d'une fusée quand elle rentre dans l'atmosphère. Donc c'est très considérable. Donc qu'est-ce qu'on fait pour résister à ça ? On conçoit donc une pièce spéciale qui est massive, qu'on appelle le diverteur. Ici, vous voyez l'échelle. Le diverteur, donc c'est ce qui se trouve en bas du tokamak. Elle est conçue en tungstène parce que le tungstène a haut point de fusion, il faut un 3400 degrés. Et ça suffit pas, il faut pouvoir extraire la chaleur en continu. Donc derrière le tungstène, j'ai des circuits d'eau sous pression, de l'eau froide qui circule pour extraire cette chaleur. Donc on a déjà sur des tokamaks qui fonctionnent aujourd'hui démontré qu'il était possible d'extraire ces 10 MW en continu. Il faut que le plasma soit parfaitement stable. S'il n'est pas parfaitement stable, genre un problème d'alignement d'une tuile, de paroi, ce genre de choses, le tungstène va fondre. Le problème va devenir d'autant plus critique à l'avenir où on oublie ITER et on se projette faire une centrale à fusion. Une centrale à fusion, il faudrait qu'elle soit un peu plus compacte qu'ITER parce qu'ITER c'est énorme, c'est très compliqué d'assembler des pièces aussi massives, ça coûte beaucoup d'argent. Donc l'idée ce serait de faire des centrales un petit peu plus compactes, qu'on pourrait construire plus vite. Le problème de centrale compacte, c'est que si on veut qu'elle fournisse toujours 500 MW ou 1 gigawatt, ça veut dire qu'on va concentrer les flux de chaleur sur des surfaces encore plus petites. Et là, on va pouvoir atteindre des flux de chaleur de l'ordre de 100 MW par mètre carré. Et donc, pour réussir à extraire 100 MW par mètre carré, il faut changer de technologie. On peut plus utiliser des parois en tungstène solide. Et donc, ce sur quoi on travaille, nous, notamment sur Spectre, ce sont des parois en métal liquide. Je vais pas détailler, je vous en reparlerai si vous avez des questions, mais c'est une piste très sérieuse qui permettrait d'extraire la chaleur de façon efficace sur des machines plus compactes que ITER. Alors maintenant, je vais vous parler de Spectre, parce que c'était quand même le sujet de départ de ma présentation. Qu'est-ce qu'on va faire dans Spectre ? On va pas faire de fusion nucléaire.
Là, si je représente un plan de coupe d'un tokamak, alors c'était le tokamak Jet qui se trouve en Angleterre, la machine à fusion la plus performante à ce jour. Les réactions de fusion ont lieu au cœur, dans la zone que j'ai représentée en rouge. À l'extérieur, vous avez la paroi, et entre les, vous avez une zone rose qu'on appelle le plasma de bord. Ce plasma de bord, c'est vraiment la zone critique qu'il faut réussir à domestiquer pour réussir à faire un réacteur viable, parce que c'est dans cette zone que vous avez les gradients qui vont générer la turbulence. C'est cette zone que doit traverser le moyen de chauffage qui va devoir chauffer le cœur du plasma et pas le bord. Et quoi d'autre? J'ai oublié. Enfin voilà, et c'est cette zone qui régit les échanges avec la paroi. Donc si vous arrachez des éléments à la paroi, vous intéresse qui reste dans le plasma de bord et qui ne s'aille pas au cœur. Ce qu'on va faire dans ce spectre, c'est qu'on va reproduire cette zone rose et la grise, c'est-à-dire qu'on va reproduire le plasma de bord et la paroi. Alors dans le plasma de bord, la température maximale d'adhésion, elle va être de l'ordre de 1 million de degrés, donc c'est insuffisant à peu près de la fusion, mais c'est déjà considérable et ça permet de faire des études d'interaction entre le plasma et la paroi dans les mêmes conditions que dans un réacteur à fusion. Et donc, dans ce spectre, on va reproduire cette zone-là, le plasma de bord, dans le but d'étudier comment on peut optimiser le chauffage du plasma, donc en traversant le plus efficacement possible cette zone de plasma de bord en couplant au mieux la puissance. Comment est-ce qu'on peut contrôler la turbulence qui se développe dans cette zone-là? Pour diagnostiquer tout ça, on va développer des diagnostics innovants et puis on va tester des nouveaux systèmes pour les parois, y compris des systèmes en métal liquide. Voilà. Et puis on va avoir une expérience de laboratoire qu'on va pouvoir modéliser de façon plus simple qu'une énorme machine comme ITER. Donc tout ce qu'on va expérimenter, on va le modéliser pour s'assurer qu'on comprend ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc Spectre, voilà à quoi ça ressemblait à l'automne dernier. Ça a un petit peu changé depuis parce que c'est une machine qui est toujours en cours d'assemblage. C'est une machine assez grande, donc il y a un institut Jean Lamour, elle mesure 7,20 m de long, 2,20 m de haut. La partie centrale, c'est un cylindre en inox qui fait 6 mètres de long, 90 cm de diamètre. C'est là-dedans qu'on va créer notre plasma. Enfin, c'est là-dedans qu'on va étudier le plasma qui va être créé par une source qui se trouve à l'extérieur et donc qui fonctionne, qui a déjà produit son premier plasma l'année dernière. Simplement, l'année dernière, on n'avait pas de champ magnétique dans nos bobines. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de câbler nos bobines. Donc, nos bobines, ce sont ces 13 anneaux que vous voyez autour de la machine. Elles vont créer un champ magnétique axial. Ce champ magnétique va nous permettre d'étendre le plasma jusqu'au bout de la machine. Donc on va avoir une colonne de plasma magnétisé de 6 mètres de long, de 40 cm de diamètre. Ça va être la plus grande colonne de plasma magnétisé d'Europe. Et ça, c'est en cours d'installation. Ça va fonctionner avant l'été. Et dans un second temps, donc là il faudra un peu plus de sous que ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est prévu, on va chauffer ce plasma de façon à atteindre le million de degrés, donc pour pouvoir reproduire les conditions qu'on a dans le bord d'un réacteur à fusion nucléaire. Et c'est une machine de laboratoire. Et donc, son intérêt, c'est aussi de pouvoir mettre du diagnostic. Et donc, il y a énormément d'accès qui sont prévus. On va pouvoir installer plus de 42 systèmes de diagnostic sur la machine pour comprendre très précisément ce qui se passe avec bonne résolution spatiale et avec des bonnes résolutions temporelles. Alors, cette année, qu'est-ce qu'on va installer? On va installer un nouveau concept d'antenne de chauffage développé avec nos collègues de l'École royale militaire de Bruxelles, en Belgique, et puis avec le CEA Cadarache. Donc, c'est une antenne qui est assez grande. C'est un concept très intéressant pour des centrales à fusion compactes. On va tester ça pour la première fois au monde face à un plasma. On va installer un nouveau dispositif qui va nous permettre de tester nos métaux liquides avec un système dans lequel on va piéger le métal liquide dans des surfaces imprimées par des impressions 3D, donc tungstène imprimé en 3D. Donc tout ça, c'est développé au sein de l'Institut Jean Lamour, en collaboration avec l'Institut de recherche sur fusion magnétique à Cadarache. Et puis, on va développer des nouveaux diagnostics, dont un diagnostic très prometteur pour caractériser la turbulence dans l'optique de l'installer dans une future centrale à fusion, parce que c'est compliqué de diagnostiquer un plasma à 150 degrés. Je vous passe les détails, mais il faut être assez astucieux. C'est pas facile de faire des mesures dans ces conditions-là. Donc là, on conçoit un dispositif qu'on va essayer de valider et qui pourra prendre sa place ensuite dans une vraie centrale à fusion. Et puis, on va travailler sur la turbulence et son contrôle en intégrant des méthodes basées sur l'intelligence artificielle. Voilà. Là aussi, on regarde un contrat de porte avec le CEA Cadarache. Je termine, je vous rassure, ça va aller très vite la dernière partie. Voilà, peut-être que vous avez vu des titres de presse, parce que depuis quelques années on les voit fleurir. Il y a beaucoup de titres très
très ronflant ou comment dire, on parle de révolution, très prometteur, oui. Et donc, on en voit, voilà, fleurir dans la presse régulièrement. On ne sait pas trop forcément quoi penser quand on n'est pas spécialiste. Par exemple, l'Angleterre a déjà choisi à quel endroit elle allait installer sa première centrale à fusion. C'est pas mal. Il y a des questions intéressantes. Est-ce que ça va arriver à temps pour avoir un impact sur la transition énergétique, enfin sur le changement climatique? Bon, la réponse est probablement, hélas. Par contre, ça va quand même arriver. Et par exemple, l'administration Biden avait misé sur la fusion comme l'un des 5 game changers, donc une des 5 technologies clés qui va pouvoir révolutionner la lutte, enfin contribuer activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Et même si l'administration actuelle de Trump ne croit pas au réchauffement climatique, elle continue de miser sur la fusion parce qu'elle sait que la demande en électricité continue d'augmenter. Et donc Trump continue de mettre beaucoup de moyens dans la recherche sur la fusion. Vous voyez, il y a à l'IGL aussi, on a fait quelques titres de presse avec ce projet Spectre. Là, c'est plus intéressant. Le paysage a complètement changé. Il y a des entreprises qui se sont lancées dans la course commerciale à la fusion. En 2023, il y en a une qui a passé un contrat avec Microsoft pour lui fournir de l'électricité de fusion à partir de 2028. Donc, je parle de 2028, on est en 2025. En décembre, ils ont renouvelé leur promesse d'y parvenir. Alors, Microsoft s'est engagé à acheter 50 mégawatts d'électricité de fusion et derrière, ils ont mis des contrats avec des pénalités très fortes pour l'entreprise si elle n'y parvient pas. Donc, on est assez éberlué dans la communauté quand on voit ça. Plus intéressant, c'est Google qui a signé un partenariat avec CFS. Et CFS, c'est pas un petit candidat, c'est la plus grosse entreprise privée qui s'est lancée dans la course à la fusion. Ils ont levé plus de 3 milliards de dollars. Ils construisent un tokamak qui va entrer en service à la fin de cette année. Et Google a signé un contrat avec cette entreprise pour lui acheter 200 mégawatts de fusion à partir de 2030. Voilà. Donc 2030, c'est demain. Et là, on se pose des questions parce que CFS, ils sont sérieux. Et on sait pas très bien ce qui va se passer, mais c'est pas impossible qu'ils y arrivent. Alors le paysage de la recherche a beaucoup changé. Je l'ai dit, aujourd'hui il y a 53 compagnies fusion dans le monde. Alors, il y en a 29 aux États-Unis, il y en a 3 en France, il y en a 4 en Angleterre, 3 en Allemagne. Ça c'était en 2025. Mais enfin voilà, la tendance est lourde. Ces entreprises, il y en a de plus en plus tous les ans, ça monte, c'est quasi exponentiel, donc ça devient de plus en plus crédible. Ces entreprises lèvent beaucoup d'argent. Alors pour la plupart, elles misent sur le confinement magnétique. Il y en a 25 qui misent sur le confinement magnétique et 11 sur le confinement inertiel. Et puis après, il y a des approches un peu hybrides. À droite, je vous ai présenté le financement de ces entreprises. Donc, les petites barres, ce sont les financements publics. Les grandes barres, ce sont les investissements privés. Et donc, les financements privés dans la recherche à fusion explosent. Il y avait 9 milliards qui ont été investis l'année dernière dans ces entreprises-là. Tous les ans, ces entreprises répondent à un petit sondage. Donc, c'est de ce sondage que je tire toutes ces figures. C'est l'énergie atomique, c'est l'autorité de l'énergie atomique anglaise qui questionne toutes ces entreprises tous les ans et qui fait une synthèse des projets de ces entreprises. Et vous pouvez comparer d'année en année, c'est très intéressant. Les rapports sont accessibles gratuitement en ligne, enfin en un clic. Et donc la question que j'aime bien, que je regarde tous les ans, c'est quand est-ce que vous pensez que votre compagnie va avoir un pilote qui sera commercialement viable. Et donc là, la grande majorité des répondants dit entre 2030 et 2035. Voilà. Et donc la courbe de droite, c'est un petit peu la même chose. C'est quand est-ce que vous pensez que vous allez injecter de l'électricité sur le réseau. Donc c'est un petit peu différent parce que là, on parle plus forcément de pilote, mais éventuellement de centrale. Bon, les réponses, c'est pas beaucoup. On reste toujours et majoritairement entre 2030 et 2035. Voilà, donc c'est une époque très intéressante. Donc on parle de course à la fusion parce qu'évidemment il y a énormément d'enjeux. La communauté, bon ça je vais passer. La communauté académique continue de miser sur les projets de la communauté académique, mais il y a de plus en plus de partenariats publics-privés qui se nouent et sur Spectre on en a notamment avec des entreprises qui sont aussi dans la course à la fusion. Là je vous mets une photographie récente de l'intérieur du tokamak ITER. Alors ITER a connu beaucoup de déboires, il y a eu des retards et les dernières tendances, c'est qu'ils sont en train de rattraper une partie de ce retard. Donc là, vous voyez l'intérieur de l'enceinte, donc c'est énorme. C'est une machine magnifique. L'objectif, je vous le rappelle, c'est Q égale I, c'est-à-dire pour 50 mégawatts injectés, je produis 500 mégawatts de fusion. L'objectif, c'est d'atteindre en 2035. Avant ça, il y a une machine un tout petit peu moins ambitieuse, mais qui va très 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 vite. Elle est
En 2023, c'était un champ. Sur cette photo, c'était juste un champ, il y avait rien. Ils ont commencé les Chinois ont commencé la construction de leur premier démonstrateur qui s'appelle BEST. C'est très modeste. Ils ont commencé la construction il y a 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, on a déjà le bâtiment. L'essentiel de la machine est déjà construit. L'assemblage va débuter. Et l'instrument va commencer à fonctionner en 2028, donc c'est très très proche. Et l'objectif, c'est de dépasser le break-even, c'est-à-dire de produire au moins autant d'énergie de fusion que ce qu'on injecte dedans pour faire fonctionner. Donc c'est potentiellement déjà une machine qui va démontrer la faisabilité technologique et économique de la fusion. Et les Chinois ont lancé un grand programme cadre sur la fusion, et donc ils investissent actuellement énormément d'argent, et il n'est pas impossible qu'ils gagnent cette course. Voilà. Donc pour conclure, je vous ai parlé que d'une seule réaction de fusion, qui était la réaction deutérium-tritium. Le Soleil fonctionne sur un autre principe, il fusionne des protons. Il y a d'autres réactions possibles qui ne font pas intervenir de tritium, il y a des réactions qui ne font pas intervenir de neutrons. Mais la plus facile à faire sur Terre, ça reste la réaction de fusion deutérium-tritium, ça reste la plus prometteuse et la plus étudiée pour une centrale viable. Un point fort de la fusion, s'il n'y a toujours pas de centrale, c'est que le jour où il y en aura, c'est une technologie qui produit très peu de déchets radioactifs. Et ces déchets ont une activation bien plus faible que ceux de la fission. C'est uniquement les parois du réacteur, en fait, qui vont être activées par le neutron, puisque la réaction en elle-même ne produit pas d'éléments radioactifs. C'est une réaction intrinsèquement sûre, puisqu'il n'y a pas de réaction en chaîne. Le combustible est en quantité quasi limitée à l'échelle humaine, puisque le deutérium, c'est 0,017% de l'eau de mer. Le tritium, a priori, l'objectif c'est de pouvoir le produire sur place à partir de lithium-6. Une centrale à fusion, ça va pas consommer beaucoup de combustible. En fait, avec une baignoire de deutérium, tritium, vous alimentez une ville comme Paris en électricité pendant plus d'1 an. Donc c'est un excellent rendement. Au kilo, c'est un rendement qui est 4 à 5 fois supérieur à celui de la fission. Donc les conditions d'ignition, je vous ai parlé du critère de Lawson, je vais pas revenir dessus. Retenez qu'il y a plusieurs approches. Moi, je vous ai parlé que de la fusion magnétique parce que je pense que c'est la plus avancée, la plus prometteuse pour faire de l'électricité. Et une machine comme Spectre, sa place, c'est de pouvoir dérisquer certaines approches technologiques en rupture, parce que même si les startups promettent de faire une centrale d'ici 2035, ces promesses reposent sur des ruptures technologiques qui n'ont pas encore été démontrées. Par exemple, les métaux liquides. C'est très très prometteur, ça a de bonnes chances de fonctionner, mais il faut pouvoir le domestiquer, ça peut prendre du temps. Et donc dans Spectre, on va être les premiers à tester un dispositif de métal liquide face à un plasma, et j'espère qu'on va démontrer que ça fonctionne. Donc la place de Spectre, c'est de pouvoir dérisquer, tester des approches en rupture à moindre coût, à moindre risque que dans une grande centrale, et donc c'est de contribuer à la marche en avant de cette recherche. Voilà, je vous remercie. J'ai peut-être été un peu long. Oui, certainement. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir éclairé sur cette construction des réacteurs à fusion. On comprend bien qu'à côté du géant ITER, que nous avons d'ailleurs eu l'opportunité de visiter avec Bernard Poty à la LS, enfin pour un groupe qui s'est rendu sur place avec Gérard aussi, en janvier 2024. C'était très intéressant, mais on voit que là, à l'Institut Jean Lamour, on a finalement un ITER en réduction avec des analyses technologiques, parce que dans ce que vous avez expliqué, on a bien compris que on sait, les scientifiques, les chercheurs savent quelle est la réaction qu'il faut mettre en œuvre, comment ça marche, quels sont les inconvénients et les avantages, mais il y a beaucoup de points technologiques à maîtriser, et c'est peut-être ça le grand enjeu de ces recherches expérimentales de laboratoire comme celui de Jean Lamour. Vous avez parlé aussi de la Chine. Alors, ITER rassemble la collaboration de 35 pays du monde, c'est-à-dire plus de la moitié de la population mondiale. Il faut s'en apercevoir. Et vous avez montré BEST que les Chinois construisent parce que cette collaboration mondiale permet à chaque
pays contributeurs d'utiliser les résultats de tous les pays qui construisent ITER. Donc chacun dans son pays produit des éléments d'ITER, mais chacun dans son pays est capable de construire un autre ITER qu'il nomme autrement. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander, enfin, c'est la question que je me pose pour y avoir réfléchi et travaillé un peu, dans combien de temps pourra-t-on avoir de l'énergie d'origine de fusion nucléaire et des centrales Bien Madame Soleil. à utiliser? Alors, je suis pas devin. Il y a beaucoup de paris, je pense, à l'heure actuelle. Notamment, il y a des gens qui investissent beaucoup d'argent dans des startups en espérant qu'ils seront les premiers. Voilà, il faut être conscient qu'il reste quelques points de blocage aujourd'hui. Alors, ITER a pris du temps, mais parce qu'il fallait développer des technologies. Et par exemple, fabriquer un aimant supraconducteur de 900 tonnes, ça n'avait jamais été fait. On a appris à le faire. Aujourd'hui, on a des supraconducteurs à haute température qui permettent de faire des machines plus compactes avec des champs magnétiques plus élevés. On sait que plus le champ magnétique est élevé, plus le confinement est bon et plus c'est favorable. Donc ça, c'est on va dire, on a aujourd'hui différentes approches pour fabriquer des supraconducteurs à haute température qui ont permis d'accélérer le calendrier pour les nouvelles centrales, enfin pour les pour les nouveaux projets, puisque pour ITER, il était trop tard. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ces entreprises sont assez ambitieuses, parce qu'elles ont démontré qu'on pouvait faire des aimants qui marchaient mieux, plus fort, et qu'on avait moins besoin de refroidir. Il reste le point de blocage sur les matériaux de paroi, parce que alors déjà 10 MW par mètre carré en continu, c'est déjà énorme. Si on parle d'une centrale compacte avec des supraconducteurs de température et qu'on arrive à 100 MW par mètre carré, ça n'a jamais été fait, donc il faut le tester. Et donc peut-être que ça va pas marcher aussi bien qu'on l'espère. Donc si les astres s'alignent bien, vraiment si ça s'aligne bien, si les ruptures technologiques sont au rendez-vous, 2035, pourquoi pas. La communauté académique, alors je vais me ranger derrière l'avis d'experts qui sont bien plus renommés que moi. Je pense à Hartmut Sohm qui dirige l'Institut Max Planck de physique du plasma Garching. Dans une interview, Hartmut a expliqué que pour la communauté académique, en fonction du planning de l'avancée actuelle des travaux, 2040 était réaliste pour avoir un prototype, c'est-à-dire une centrale qui pourrait fonctionner en continu et produire de l'électricité, avec un facteur d'amplification suffisant pour que ce soit économiquement viable. Donc là, je vous parle d'un pilote. Je parle donc du premier de son genre. Il n'est pas possible que les Chinois aillent plus vite, puisqu'ils sont très impressionnants. Les Chinois n'avaient pas de recherche en fusion au début des années 2000. Ils ont commencé à construire un tokamak qui s'appelle IS, qui est en fonctionnement aujourd'hui et qui bat record sur record. Tout récemment, là, cette semaine, ils ont publié un article, ils ont dépassé 60% une limite qu'on pensait une limite très dure, c'était une limite en densité, on pensait pas pouvoir confiner un plasma à des densités au-delà d'une certaine valeur, eux, ils l'ont fait. Voilà, ils l'ont fait, ils ont dépassé de 60% la limite qu'on pensait rigide. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Mais voilà, donc 2035, 2040, peut-être, si ça s'aligne pas trop mal pour un pilote. Et après, le déploiement à grande échelle, là, ça sera la seconde moitié du siècle. Parce que vous savez que pour développer une filière comme ça, il faut compter une vingtaine d'années à partir du moment où vous avez le pilote. Donc, pour avoir un impact sur la transition, sur le changement climatique, ça sera trop tard. Par contre, pour la seconde moitié du siècle, aux côtés des réacteurs à fission de 4e génération, c'est une alternative. Ce sont des candidats sérieux. Voilà. C'était peut-être la dernière question. C'est le prix de la passion, c'est le temps. Si vous voyez ce que je veux dire. Frédéric Brochard est totalement passionné par ce qu'il fait. Et on comprend, parce que se lancer dans une telle aventure, ça demande... C'est une folie, se lancer là-dedans. Mais nous avons des contraintes de temps qui font qu'il va falloir que l'on passe à la conférence. J'en suis vraiment désolé, je m'en excuse, mais voilà. Non, mais c'était passionnant.